Bonjour et bienvenue dans la 3e saison de Everything Happens for a Reason, le podcast qui explore les aspects business, management, communication des métiers de la création. Si vous me suivez depuis quelque temps, j'aimerais vous remercier pour votre fidélité. Et si vous êtes arrivé ici par hasard, ou plutôt pour une raison, merci pour votre curiosité. J'espère que cet épisode vous donnera envie d'en écouter d'autres et de vous abonner. Je suis Lily Bonnet, consultante et business coach. Certifiée Calliope, je suis aussi formatrice, car ce qui m'anime, c'est de transmettre et donner des clés pour grandir et faire grandir. Les métiers de l'influence, et donc leur rémunération, sont codifiés et principalement indexés sur la communauté créée et son engagement. On parle de nano-influence en dessous de 5000 abonnés et de micro-influence jusqu'à 100 000. Tout en haut de cette structure pyramidale, on retrouve les célébrités ou all-stars qui dépassent le million d'abonnés. Et entre les deux, il y a les macro-influenceurs. Kenza Sadoun El Glaoui en fait partie. Alors que je suis abonnée plutôt à des comptes nano ou micro, eh bien je suis Kenza depuis qu'elle a lancé son blog en 2008, parce que oui, elle fait partie des pionnières en France. Créatrice de contenu, présente sur YouTube, Instagram et TikTok, elle a aussi un compte Instagram un peu décalé, où elle partage des photos a priori impubliables sur lesquelles elle est loin d'être à son avantage, et le genre de photos finalement que personne ne voudrait diffuser. Eh bien c'est ce que j'aime chez Kenza. Son authenticité, sa transparence aussi, et son humour. Et bien sûr son esthétique, parce que je ne suivrais pas son compte si je n'étais pas sensible à son contenu, tant visuel qu'écrit, et aux marques auxquelles elle s'associe. Ensemble, nous avons abordé évidemment de nombreux sujets, comme l'organisation entre ces 3 activités, parce qu'elle n'est pas uniquement créatrice de contenu. Elle s'est diversifiée, elle organise aussi donc les soirées Hands Down, et elle a récemment fondé le cercle de femmes Adelphia Society, dont je suis membre. On a aussi parlé du statut d'indépendant en France et tout ce que cela implique, de l'équilibre entre vie pro et vie perso, a fortiori avec 2 enfants, et des valeurs qui l'animent et qui sont au cœur de tout ce qu'elle entreprend. Bonjour Kenza. Hello Lily. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Ça va très bien, merci. Nous sommes un matin de juillet. C'est l'épisode qui va être diffusé le 15 septembre, mais on se voit avant les vacances. C'est drôle parce que c'est pour toi comme pour moi le dernier jour de maternelle. Et oui. pour nos enfants. Donc c'est assez émouvant, non ? Bah ouais, parce que pour moi la mienne en tout cas elle passe en grande section de maternelle. Et donc je me dis c'est la fin d'une ère, c'est le début d'une ère mais la fin d'une ère, enfin tu vois. Bah bien sûr. Que toi il passe en quoi ? Et moi il va passer au CP. Ouais, donc toi ça devient sérieux. Ah là c'est sérieux. Ouais. Les devoirs, l'apprentissage. Là il veut absolument faire son cahier d'écriture pendant tout l'été. Il est sérieux le tien. Ouais, il adore écrire. Tu vois, il aime moins lire mais il aime écrire. C'est un littéraire. On verra. Trop bien. En tout cas, ouais, la passion des mots, et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on lui a transmis tant son père que moi, parce qu'on aime ça tous les deux. On lit beaucoup aussi, justement, tu vois. Ok, c'est top. Ouais, et donc, voilà. Bref, c'était une digression, mais c'est pour planter le cadre, j'aime bien toujours. Alors justement, par rapport au cadre, on est, comme tu le sais, j'aime bien toujours rencontrer mes invités dans un lieu soit qui est leur atelier, leur bureau, soit un lieu qui leur est cher. Et en fait, toi, tu travailles beaucoup de chez toi ou dans des cafés. J'adore travailler dans des cafés. Et donc, tu m'as donné rendez-vous dans un café, rue de Turenne. Donc, évidemment, on va peut-être avoir des bruits de café, des bruits de rue. C'est pas grave, c'est très vivant, j'adore ça. Et on a une autre invitée avec nous aujourd'hui. Et oui, on a Mira, qui est ma petite dernière, qui a 4 mois. Voilà, qui dort tranquillement dans sa poussette, qui a priori ne sera pas gênante. Mais si elle a envie d'intervenir, elle a le droit, évidemment. Écoute, c'est sa première interview. Oui, c'est ça. Mais elle est avec moi parce que je la garde encore avec moi, puisqu'elle va démarrer la crèche si tout va bien en septembre. Alors donc Kenza, tu le sais, le titre de ce podcast c'est Everything Happens for a Reason. Et j'aime bien toujours demander à mes invités ce que ça évoque pour eux.
Ah bah pour moi, ça évoque beaucoup de choses si on le traduit en français. Donc tout arrive pour une raison, parce que j'y crois fermement. Et en connaissance de cause et pour l'avoir expérimenté, je suis de cette team-là qui trouve une raison à absolument tout. Tu vois, même si quelque chose de négatif va m'arriver, je sais que c'est parce qu'il y a une raison et je vais la comprendre plus tard. Tout ce que je vis, enfin, je pense que tu es un peu pareil, du coup, sinon tu l'aurais pas appelé comme ça. Exactement. J'arrive à y trouver une raison, une excuse et à l'interpréter. Voilà. Et justement, c'est vrai que pour moi, c'est parce que ça m'est utile de trouver justement une raison, même aux événements parfois très difficiles. On partage notamment la perte de nos mamans respectives. Moi, j'ai aussi perdu mon père. Et c'est vrai que que ce soit la maladie, ce qui est ton cas et moi le cas pour mon père, ou un accident, ou tu vois, c'est toujours comment on va grandir dans cette épreuve finalement. Ouais. C'est vrai que moi, la perte de ma mère, et c'est intéressant parce que quand tu m'as posé la question, c'est la première chose qui m'est venue en tête, évidemment. Bon, je l'ai très mal vécue, elle me manque, ça c'est une certitude, elle ne connaît pas mes filles, c'est ma plus grande frustration. Je pense que tu sais de quoi je parle. Complètement. Mais, et ça peut choquer, mais c'est pas grave parce que c'est mon ressenti, j'ai trouvé des raisons et finalement entre guillemets, des avantages à son départ prématuré. Tu vois, j'ai compris véritablement ce qu'était le rôle d'une mère le jour où elle est partie. Alors que sur papier, tu pleures pas, hein. Là, je te sens partir. Non, mais parce qu'en plus, on est maman, toi et moi, donc forcément, ça nous évoque quelque chose. Moi, j'ai toujours compris ce qu'était le rôle d'une mère, évidemment, de loin. Mais là, en fait, j'ai compris ce que c'était que, en fait, de garder une forme de dignité jusqu'à la fin. Au profit de ses enfants. Parce que moi, ma mère a été très très digne jusqu'à la fin. Elle n'a pas lâché une larme alors qu'elle est partie d'un cancer du poumon et on sait qu'un cancer, ça peut être douloureux dans le corps, dans l'âme, etc. Et je me suis dit, waouh, elle est forte quand même. Elle avait plus ou moins tout organisé. C'est-à-dire qu'elle avait anticipé son départ. C'est-à-dire que, tu sais, tu as ce moment, alors je ne sais pas comment il s'appelle, mais il y a un nom pour ça. Quand tu t'envoles, quand tu pars, ça peut durer quelques jours. Il y a toujours un moment où tu es très lucide. Je ne sais plus comment on appelle ça. Il y a un nom pour ça. Et nous, ce moment-là, on l'a eu. Et c'était, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez contacter telle personne, vous allez aller choper tel truc à la banque. Voilà. Et tu vois, je me suis dit, c'est fort d'être une mère parce que là, tu te rends compte qu'en fait, tu vas dire au revoir à la terre, tu vas dire au revoir à tes enfants. Je pense que c'est le pire truc qui puisse arriver parce que moi, tu vois, je t'en parle, je peux pas l'envisager. J'ai des poils comme ça là. Ouais. Et en fait, je me dis mais c'est ça le rôle d'une maman en fait, c'est de donner suffisamment d'amour à son enfant pour qu'il en ait suffisamment en réserve, même après un départ, tu vois. Et moi, cette leçon, je l'ai tirée de par son décès. Là, je me suis dit oh waouh, c'est fort. Il ne s'agit pas juste de faire un bébé et tu vois, le rôle d'une mère, il est là, tu vois, même dans les pires moments. Tu vois, de me comprendre que je peux continuer seule, que je peux avancer sans toi, que je suis suffisamment confiante et remplie d'amour. Et armée. Ah ouais, et armée. Et puis ouais, ça a été pour moi une très très grosse leçon. On a commencé... On y va soft, nous c'est tranquille, c'est sympa, c'est doux, c'est léger. Non, mais c'est réel, hein, tu vois, C'est réel et puis c'est tellement constitutif de qui on est et comme je le disais, comme on grandit et qui on devient. Et tu vois, bon, c'est pas dans l'ordre évidemment où j'avais envie de te poser cette question, mais je me suis demandé si pour toi, d'être maman aujourd'hui, tu sentais que tu étais une meilleure entrepreneur. Oui, je vais répondre oui, en fait, parce qu'il m'arrive quelque chose que j'ai pu constater lors de mes 2 grossesses. Quand je porte la vie, je me sens pousser des ailes. Et j'ai de la chance parce que j'ai toujours eu des grossesses plutôt faciles, contrairement à certaines filles ou femmes qui ne le vivent pas très bien. Moi, j'ai de la chance, je me sens plutôt belle, je me sens forte, je me sens puissante et j'ai 1001 idées qui fusent et je les mets en application. Et ça m'est arrivé à mes 2 grossesses. Et alors, est-ce que c'est l'impulsion je sais pas, de la maternité, est-ce que c'est parce qu'inconsciemment je me dis allez, il me faut encore une autre corde à mon arc parce que je vais donner la vie, donc il me faut encore plus de puissance sur tel ou tel domaine, j'en sais rien, mais ouais, je me sens une meilleure entrepreneur et j'équilibre plus, tu vois. Voilà, ça c'est ce que je ressens.
C'est vrai ? Ouais, je le ressens. Tu sais, notamment, tu as publié récemment un vlog sur YouTube. Oui. Voilà, où tu parles notamment de ton organisation de temps qui a changé selon tes envies et selon tes enfants. J'aime beaucoup cette phrase parce que c'est vrai que c'est tellement ça, en fait. C'est comme ça qu'on... C'est pour ça que je te pose cette question, l'entrepreneuriat, et comment ça te fait évoluer d'être maman. Parce que moi, j'ai aussi ce sentiment, tu vois, en fait, tu as tellement peu de temps que le temps, tu le construis et tu le gères encore plus précisément. Ouais. Et tu prends encore plus conscience du besoin d'avoir du temps pour toi. Exact. Et souvent, enfin moi en tout cas, quand j'étais salariée, que j'étais pas encore maman, par exemple, je donnais beaucoup pour, tu vois, pour les boîtes dans lesquelles je bossais, mais je donnais trop. C'est aussi pour ça que j'ai fait plusieurs burn-out. J'en parle notamment dans mon tout premier épisode. Mais finalement, ça m'a permis de voir aussi que c'est important de rééquilibrer. J'aime beaucoup ce terme que tu emploies, d'équilibre. Parce que c'est... Voilà, tu n'as pas le choix, mais c'est ce vers quoi on tend, je pense, aussi naturellement. Oui. Mais c'est vrai que je me rends compte, tu vois, que l'entrepreneuriat t'oblige et être maman, mais ça te permet aussi d'avoir une plus grande liberté. Oui, tout à fait. Alors, qu'on explique un peu qui tu es, même si tu as certainement pas mal de gens qui te connaissent quand même, parce que on peut dire que tu es une influenceuse, même si j'aime pas trop ce terme. Ouais. Je préfère créatrice de contenu, qui est ton activité principale, mais tu as aussi 2 autres activités. Ouais. Les soirées Hands Down. Exact. Et le club, le cercle de femmes Adelphia Society. Ah oui, à travers lequel on s'est connus d'ailleurs. Exactement. Ouais. Donc ça, on va en parler en détail évidemment, chacune. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est de parler de l'interconnexion entre tes 3 activités. Ouais. Et puis de ton organisation, etc. Mais avant de rentrer dans tout ce détail, j'avais envie de retracer un peu quand même rapidement ton parcours. Moi, je te l'ai dit, je te suis depuis très longtemps, depuis le début de ton blog. Donc c'était en 2008, je crois, la revue de Kenza. Ouais. Et à l'époque, en fait, t'es quand même, on peut dire, une pionnière dans la création de contenu en France. Il y avait très très peu de blogs qui existaient, en tout cas mode lifestyle. Moi, je connaissais Garance Doré aussi, évidemment. Aussi. En plus, à l'époque, elle était avec Scott Schumann, The Sartorialist, qui a beaucoup apporté sa vision justement du blog lifestyle, du street style, etc. Et donc, Garance en a été, s'en est beaucoup inspirée et elle a ainsi influencé, je pense aussi pas mal, tu vois, les créatrices de contenu en France. Garance, c'était la grande Garance, quoi. C'est ça, Garance Doré, c'était, pour moi, c'était le modèle. Ouais, c'était le modèle. Elle était illustratrice, et puis elle a commencé à bloguer. Enfin, moi, cette époque me manque parce que vraiment, Pourquoi ? Parce que c'était plus léger. Ouais. C'était, je trouve, plus sincère. Le partage était plus sain aussi. Et je sais pas, il y avait quelque chose de plus doux, tu vois. Moi, j'aimais bien. Je me connectais tous les soirs à mes blogs favoris. Les filles vraiment parlaient, racontaient leur vie, écrivaient, rédigeaient. Il y avait de la belle mise en page. Maintenant, je vais pas m'en plaindre parce que j'en fais aussi partie, mais on scrolle très rapidement. Je trouve qu'il y a des choses un peu moins qualitatives. Il y a des choses très quali aussi, hein. Mais il y a beaucoup de propositions. Il y a beaucoup. Tu vois, il faut se concentrer, quoi. Mais finalement, tu vois, en t'écoutant, je me demande si c'est pas aussi lié au fait qu'à l'époque, c'était pas aussi monétisé qu'aujourd'hui. Peut-être que tu vois, est-ce que c'était pas plus détendu et plus léger parce qu'il y avait moins d'argent ? C'est sûr. Voilà. C'est sûr, et puis les filles, comme moi, comme Garance ou comme une Betty... T'avais un boulot à côté. On avait des boulots à côté, et on a eu envie de créer ces blogs par passion. Vraiment, juste parce qu'on aimait rédiger, on aimait échanger, on aimait... voilà. Puis un jour, on va savoir comment, on nous tombe dessus, on nous propose de gagner de l'argent en contrepartie de billets qu'on postait. Bon, super, et puis ça progresse, ça devient un véritable... métier, et puis tu te rends compte en fait qu'à la fin du mois tu fais un salaire avec, et puis un très gros salaire, et puis tu te rends compte en fait que ça y est, c'est installé, que c'est pérenne, et que ça devient par la force des choses ton job, tu vois. Mais oui, il y avait une démarche qui était vachement plus sincère. Après, bien évidemment, il y a des créateurs de contenu aujourd'hui qui se lancent, qui sont très sincères, mais c'est vrai que quand on se lance aujourd'hui, on sait... Mais ouais. La motivation... je suis pas sûre qu'on se lance tous aujourd'hui, enfin en tout cas en 2025, simplement parce qu'on a envie de partager et qu'on aime échanger par commentaire. Je suis pas sûre que ce soit aussi simple que ça. Et tu travaillais avec tes parents avant ? Alors je travaillais avec ma mère. Avec ta mère ? Ouais, parce qu'en fait moi je sortais d'école de journalisme, et ma mère qui avait ses 2 boîtes, donc elle était agente photographe de mode et elle était productrice de photos. Elle avait une boîte de prod, donc elle avait 2 activités. Elle m'a dit, écoute, viens
viens faire un peu tes... comment dire ? Viens faire un peu tes armes chez moi, je vais t'apprendre un peu tout, la vie en entreprise, la comptabilité, etc. Moi, je n'étais pas plus passionnée par ce qu'elle faisait. J'adorais le monde de l'image, de la photo, mais je voyais le travail que c'était, ça ne m'attirait pas plus que ça parce que je trouvais qu'il y avait des côtés qui étaient hyper ingrats. Mais j'ai travaillé effectivement 2 ans à ses côtés. Parce qu'elle ne voulait pas que je reste à rien faire, à zoner de stage en stage, etc. Et c'était pas plus mal parce que c'était une très bonne école. J'ai appris beaucoup de choses, je me suis éclatée, mais je savais que je ne voulais pas faire ça ou ni même reprendre ses boîtes un jour. Elle me l'avait demandé. Hein. Ah, tu vois, c'est une question que j'allais te poser. Ah ouais, ouais. Elle m'avait dit un jour tu reprendras mes boîtes. Non, pas du tout, j'ai pas du tout envie de faire ce que tu fais. J'adore de loin, mais voilà, merci de m'avoir appris la structure d'une entreprise, mais c'est pas mon truc. Et en fait, parallèlement, j'ai créé mon blog. Et je me souviens, c'était à l'heure du déjeuner souvent, que je restais au bureau, tu vois, je me prenais un sandwich, et je m'amusais à rédiger mes trucs sur mon blog, et je m'amusais à consulter les blogs des autres filles, et c'est venu de là, tu vois. Et puis un jour, je lui ai dit, maman, c'est bon, je pars. J'ai suffisamment d'argent. J'ai gagné 800 € par mois, mais le coût de la vie n'était pas aussi cher à l'époque, faut le savoir. Et je me suis installée avec mon premier petit copain, j'avais genre 20 ans, notre premier appart qui coûtait que dalle. Donc voilà, tu vois, j'étais contente, je gagnais 800 balles par mois, c'était suffisant. Hein, ça paraît fou de dire ça aujourd'hui en habitant à Paris. Clair. Mais à l'époque, c'était le cas. Et donc je suis partie de chez ma mère à 21 ans, je pense. 21 ans, ouais. 21 ou 22, je sais plus. Ouais. Et donc, en fait, ça s'est fait hyper organiquement. C'est-à-dire que tu n'avais pas du tout cette vision de voilà ce que ce que j'ai envie de faire, etc. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir. On va parler évidemment aussi en détail de la création de contenu parce que c'est vrai que je trouve que c'est intéressant de savoir exactement ce que ça veut dire. Mais je me demandais aussi comment est venue en fait, cette pluriactivité. Est-ce que c'est un besoin absolument de faire beaucoup de choses, presque une hyperactivité ? Je ne peux pas te dire. En fait, je pense que ma mère était comme ça, mon père est comme ça également. C'est des entrepreneurs, c'est des gens qui travaillent, mais qui travaillent avec passion. Et je pense que j'ai été biberonnée à ça. J'ai jamais entendu mes parents se plaindre de leur activité. Moi, j'avais des parents qui rentraient du boulot, qui disaient putain, on a vécu des journées géniales, on a vécu des voyages exceptionnels. Mon père était producteur de clips, donc il voyageait beaucoup dans le monde avec des artistes. Et je sais pas, du coup, j'ai jamais eu cette vision du travail avec cette notion de pénibilité, tu sais, qu'il peut y avoir. C'est drôle qu'on parle de ça parce qu'en fait, ça, c'est un truc qui m'a été beaucoup reproché. Quand j'ai démarré le blog et que je commençais à bien gagner ma vie avec, forcément, j'ai reçu beaucoup de critiques parce que les gens ne comprenaient pas qu'on puisse prendre du plaisir dans une activité et gagner de l'argent. Et en fait, j'ai compris, en tout cas en France, qu'il y avait un souci que travail était égal à difficulté. Et c'était pas mon cas parce que je n'avais pas été élevée comme ça. Et puis, j'ai eu la chance aussi de faire de mon loisir mon métier. Mais du coup, ça me donne envie d'aller plus loin. Parce que quand tu prends plaisir à faire ce que tu fais, même si tu es crevé, même si, comme dans toute autre forme d'entrepreneuriat, il y a des désavantages, des choses qui ne me conviennent pas du tout et que parfois tu te sens isolé, que tu sais que tu n'as pas d'aide, contrairement à quelqu'un qui est en société, notamment salarié. Le congé maternité. Le congé maternité qui n'existe pas. Qui n'existe pas pour les 3 pauvres aides que tu as une fois sur 2. Enfin, voilà. Après, je ne me plains pas, j'ai ma liberté, j'ai choisi mon statut. Mais bon, parfois, tu sais, j'ai des réflexions, je me dis, je serais peut-être mieux dans une boîte, tranquille, avec un salaire qui tombe à la fin du mois. C'est-à-dire qu'à 19h, j'arrête de décrocher au téléphone. Et c'est très cliché ce que je dis. Hein. Là, je te fais un truc très cliché parce qu'évidemment, j'ai des amis salariés autour de moi qui décrochent leur téléphone après 19h. Mais parfois, je me dis, j'aimerais bien avoir cette tranquillité d'esprit. Mais tu peux l'avoir, même dans ton cadre actuel. C'est à toi de le poser, ce cadre. Oui, mais c'est difficile. Et tu le sais. Je le sais, mais moi, par exemple, franchement, ma hotline, parce que j'ai une hotline pour mes clients sur WhatsApp, ma hotline, 19h max, tu vois, et le week-end, c'est fermé, quoi. Et personne me... c'est dur, tu trouves pas ? Mais non, c'est pas dur. Et personne me contacte. Ils savent, ils respectent. Parce que c'est mon cadre, tu vois. Mais je suis tellement claire dans le cadre. Moi, c'est un des premiers trucs que... Non, mais c'est vachement bien. Parce que moi, je sais que je gagnerais des points de vie, de tranquillité d'esprit si je fonctionnais comme ça. Et moi, je sais que j'ai tendance à me remettre au travail quand les enfants dorment. Parce que je veux avoir fini de rédiger tous mes emails. J'ai envie d'aller me coucher l'esprit léger. Je dors très peu, je le sais, je dors pas suffisamment parce que je décroche pas. Et en même temps, cette espèce d'adrénaline qui est liée à ce travail que je m'inflige, je l'adore, tu vois. Je l'adore et je fais ce que j'aime. Et je ne veux pas passer à côté de ça parce que je sais que j'ai une chance tellement exceptionnelle. Tu vois, ça fait 17 ans que je suis sur les réseaux. Je connais pas beaucoup de filles qui perdurent aussi longtemps. Je suis pas la plus connue aujourd'hui, loin de là.
Mais 17 ans. 17 ans, c'est énorme. Ça fait presque 20 ans. 20 ans que des marques me font confiance, tu vois. À côté de ça, oui, j'ai monté mes soirées hands down, qui sont des soirées mensuelles. Donc ça, c'est plus de l'ordre du loisir parce que c'est du kiff pur, en fait. C'est du kiff. J'aime la musique et j'aime réunir les gens. Donc j'en ai fait une activité. Mais ça, est-ce que c'est hyper rentable ou... Non, parce qu'une soirée par mois, c'est pas hyper rentable. C'est rentable. Ouais. C'est-à-dire que tu hyper rentable. Voilà, tu es à l'équilibre, on va dire, pour parler un peu business, mais ou en tout cas c'est rentable, mais c'est pas je gagne de l'argent avec, mais pour gagner bien ma vie avec les soirées, il faudrait que j'en fasse plus. Une par mois, un événement par mois, ça suffit pas. Maintenant, l'événement que j'organise par mois, c'est l'événement où je me rends moi-même avec mes amis, c'est ma soirée, c'est moi qui l'organise. Donc il y a toujours cette notion de plaisir, tu vois. Complètement. Peu importe combien je gagne dessus, en fait je m'en fous, tu vois. J'organise ma soirée, c'est le rendez-vous de mes copains, le rendez-vous de ma communauté qui aime cette même musique que moi, hip-hop, rap et R&B, du coup années 90-2000. Et tu vois, voilà, c'est trop agréable et je pourrais pas faire plus de soirées. Tu vois, si je passais à plus d'une soirée par mois, ça m'intéresserait pas parce que je suis pas une meuf de la nuit. C'est pas un monde qui me stimule particulièrement. Moi, j'aime juste réunir, danser, écouter de la musique. Une fois par mois, c'est très bien. C'est très bien. Ouais, bien sûr. Voilà. Et donc, j'imagine, dans tes 3 activités, en tout cas aujourd'hui, c'est la création de contenu qui est la plus lucrative. Bien sûr. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer, parce que je pense que la création de contenu, on ne se rend pas vraiment compte de ce que ça implique. Tu vois, dans l'épisode du mois de mai, j'ai accueilli, ou du mois de juin, pardon, non, de juin, ouais, pardon, bref, Étienne Baillet, qui est un avocat. J'ai entendu. Tu vois, et on a notamment beaucoup parlé de comment rémunérer la création. Et comment, tu vois, lui, avec notamment tout un collectif, etc., ils essayent aussi de faire un peu, d'éduquer d'une certaine façon la magistrature pour qu'ils comprennent ce que représente la création. C'est pas juste le résultat, c'est au contraire c'est un processus. Tout le processus qui est tellement long. C'est très dur. Et voilà. Mais pas forcément que pour moi. Non, je pense la création dans sa globalité. C'est pour ça que j'en parle au sens large, bien sûr. Ouais. Moi, je suis entourée de beaucoup de créatifs autour de moi. Pas que, et c'est aussi pour ça que je peux me permettre de comparer, de donner mon avis, parce que j'ai des amis, la plupart de mes amis avec qui j'ai grandi ont des parcours entre guillemets normaux, tu vois, qui sortent pas vraiment du cadre, et voilà, c'est leur choix, ils ont fait les études qu'il fallait, et ils sont pour la plupart dans des boîtes, en CDI, et j'ai beaucoup d'amis créatifs. Et qu'est-ce que c'est dur, franchement. Qu'est-ce que c'est dur parce qu'on ne se rend pas compte des multi-casquettes qu'on a lorsqu'on est créatif. Être créatif, c'est pas être créatif. C'est être entrepreneur, c'est être community manager. Il faut savoir se promouvoir, il faut savoir se mettre en avant, il faut savoir créer. Bon, créer déjà dans un premier temps, évidemment, mais il faut savoir faire sa compta, faut savoir s'entourer. C'est dur de déléguer en plus, tu vois. Il faut être suffisamment rentable pour déléguer, tu vois. Ben ouais. C'est très, très dur. Donc... non, être créatif, c'est waouh, c'est un choix. Franchement, en 2025, c'est waouh. Ouais. Je veux pas être décourageante, mais je trouve que c'est pas les mêmes facilités qu'auparavant déjà. Moi, j'en parle beaucoup avec mon père, qui est né en... Merde, il est né quand, mon père? Il est né en 58. Donc il est à la retraite officiellement? Non, pas du tout, il est hyper actif. Voilà. Il fait toujours de la prod, il adore. Mais il me racontait, il me disait à l'époque, lui, il avait monté une agence de pub, tu vois, à l'époque. Il me disait, mais tout était tellement simple, tout était tellement facile. Il y avait tout à faire et il y avait du budget. Ouais. Tu vois. Et en plus, je trouve que les créatifs, du coup, les indépendants ne sont pas hyper soutenus par l'État français. Tu vois. Et bravo aux jeunes d'aujourd'hui qui décident de suivre sa voie par passion. Parce qu'en France, je ne suis pas en train de cracher sur la France, mais je trouve qu'il y a des choses à revoir sur le statut d'indépendant en France. On est d'accord. C'est compliqué. Tu vois, moi, mes filles, elles font ce qu'elles veulent, vraiment. Mais si elles pouvaient se sécuriser plus qu'un indépendant, parce que je ne sais pas dans 15 ans ce que ça va donner cette histoire, à moins que les choses bougent, tu vois. Mais c'est très, très dur d'être créatif. Mais tu vois, c'est drôle que tu parles de tes filles, parce que c'est une question que j'avais notée. Est-ce que, par exemple, tu as envie de transmettre un peu ton entrepreneuriat à tes filles, tu vois, Mais avant ça, je rebondis sur ce que tu dis c'est très dur en France, le statut d'indépendant. Une de mes amies qui est une artiste, Lia Rochas-Paré, elle a fait une publication il n'y a pas très longtemps à ce sujet par rapport à l'URSSAF, l'IRSEC, l'URSSAF. Parce que justement, tu reçois des appels à cotisation qui sont tellement élevés. Tellement élevés. Et pas du tout en lien avec ton chiffre. Ouais. Enfin,
on va pas rentrer dans le détail, mais non, mais moi, ceux je peux qui parler nous d'argent, écoutent- j'ai pas de tabou. Hein. Bien sûr. On peut y aller. Hein. Franchement, alors là, je me lance pas sur ce sujet parce que je Mais trouve c'est ça dur. aberrant. Payer des impôts, on est tous d'accord, c'est hyper Tout à fait. important. Voilà. Mais c'est vrai que cette différence de statut, comme tu le dis, elle est difficile à accepter parce que, en plus, en France, c'est quand même, je trouve qu'il y a cette fameuse exception culturelle dont la France se targue, mais qui n'est justement pas soutenue tant que ça. Ou alors qui est soutenue uniquement dès lors que tu es une grosse boîte, une fondation, etc. Ouais. Mais l'artiste, le créatif indépendant, comme tu le disais, il est seul. Et c'est très difficile de s'entourer parce que, Oui, il faut payer ses ceux dont prestats. tu s'entoures. Exactement, dont tu t'entoures. Ou alors, faut être un génie. Faut savoir tout faire. Tu vois, là, je parlais avec quelqu'un qui vient de se lancer à son compte et qui me dit, mais je dois faire des liasses fiscales, je sais pas comment les faire. Et moi, un peu naïvement, je lui dis, tu sais quoi, je te passe le contact de ma comptable. Et en fait, elle me dit, oui, mais je peux pas la payer. Et je comprends, tu vois. Donc bon, elle a fait son truc avec ChatGPT. Mais oui, effectivement, c'est... je trouve qu'il y a des trucs qui sont pas très cohérents. Ouais. Et je vais te donner pour aller plus loin dans ma réflexion, moi, tu sais, j'ai habité 2 ans à Dubaï. Oui. Je suis pas en train de faire la promo de Dubaï parce que j'en parle beaucoup et en bien. Je sais qu'il y a beaucoup de désavantages et beaucoup de côtés très négatifs à Dubaï. J'ai conscience d'absolument tout. Néanmoins, tout le monde me dit en permanence, mais Dubaï, ça coûte hyper cher, les loyers, tu payes pas d'impôts, mais tu payes 10 000 balles l'école de ta fille, tu vas payer, je sais pas, ta mutuelle 10 000 balles pour toute la famille par an. Et tu sais quoi, je vais te dire un truc, financièrement, je vais m'y retrouver plus à Dubaï, dans un système privé, qu'en France, en étant imposée. Alors les impôts, encore une fois, pas de problème. Moi, je suis même fière de payer mes impôts. Pareil. Tu vois, parce que pour tout te dire, je continuais à les payer quand j'étais à Dubaï, parce que j'avais gardé une structure en France. Donc voilà, il n'y a pas de raison, c'est normal, tu vois. C'est ma communauté est française et forcément, donc je me dois c'est bien. Je dois quelque chose à l'État français et j'ai grandi à Paris, j'ai bénéficié des écoles publiques, privées aussi, mais financièrement, je m'en sortais beaucoup mieux à Dubaï. Beaucoup, beaucoup mieux parce qu'aujourd'hui, les indépendants, c'est vrai, l'URSSAF, nous, prend des sommes qui ne sont pas justifiées. Genre, parfois, je dis des phrases horribles du type, mais à la limite, j'ai un cancer, je veux bien, tu vois. Mais à quoi bon, en fait, me ponctionner autant d'argent quand finalement, je n'ai pas de place en crèche, quand finalement... je ne peux pas me déplacer tranquillement dans des transports en commun avec une poussette parce que y a pas une rampe, il n'y a rien et que je vais attendre une rame, 2 rames, 3 rames de métro avant de pouvoir rentrer dedans avec ma poussette. Voilà, il y a plein de choses qui conviennent, mais je pense que dès que tu es indépendant et que tu vis à Paris en tout cas et que tu as une famille, là ça devient complexe. Ça devient très complexe et je suis vraiment pas la plus à plaindre parce que je gagne ma vie, tu vois. Mais il y a plein de choses qui pour moi ne sont pas cohérentes. Tu vois, j'ai pas d'aide, j'ai pas de congé mat. Bon, après, tu vois, je me back up. Moi, j'ai pris des assurances, par exemple, demain. C'est ce que j'allais te demander. Oui, voilà. Non, je suis full assurance. Prévoyance, etc. Mais tu te dis, tu payes autant de charges, finalement, pour aussi prendre des assurances, pour l'un dans l'autre. Voilà, tu vois, et je paye des prestats et je suis contente. Je fais tourner la société à mon petit niveau, parce que je suis pas non plus l'entreprise du siècle, tu vois. Mais j'aimerais bien pouvoir en tirer un peu plus profit. Un petit peu plus, tu vois, avoir quelques avantages. Tu as une seule structure puisque tu as 3 activités ou est-ce que tu as une structure par activité ? J'ai 2 structures. J'ai 2 structures. Donc il y a Adelphia Society, que tu connais, qui est mon club de femmes, que j'ai créé en novembre 2024 et que j'ai officiellement lancé en janvier 2025. Donc ça fait quelques mois. Et j'ai ma structure qui est liée à ma création de contenu et à mes organisations d'événements. Voilà, okay. Voilà, c'est 2 structures différentes, une URL et une SAS, en gros. Mais donc je me rémunère de manière différente. Adelphia, je ne me rémunère pas encore dessus. Là, c'est tout pour la trésor de la boîte, puisque de toute façon, j'ai des prestataires que je paye. C'est ça. Parce que, alors, on va en parler un peu en détail d'Adelphia. Moi, j'ai suivi de près, parce que ça fait longtemps que tu en parles sur Instagram, de ce projet un peu secret que tu montes, etc. Tu commençais à parler un peu de voyage, voilà, tu donnais un peu des hints, Voilà, mais quand tu l'as lancé, j'étais au taquet direct. D'ailleurs, j'ai eu le code parrainage. Hop, j'ai candidaté tout de suite. J'ai eu la chance d'être retenue. Il y a combien de membres aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est 600. Ok, ça peut quand même beaucoup, mais on a reçu... Je dis on parce que je suis assistée de Christelle que tu connais rencontrée, qui est une amie et qui est mon bras droit sur cette aventure. Voilà. Et on a reçu, t'imagines pas, des milliers de candidatures. Tu n'imagines pas. Et dis-toi qu'on les scrute une par une, elle, moi,
En fait, les 600 personnes qu'il y a aujourd'hui, c'est vraiment 600 personnes dont on a lu tous les profils et qui vraiment nous ont touchés d'une certaine façon. Celles qu'on n'a pas retenues, c'est pas qu'elles étaient plus mauvaises, rien à voir. C'est juste qu'on voulait un club avec beaucoup d'harmonie. On voulait être sûr que toutes les filles pouvaient matcher entre elles, tu vois. Et il faut qu'il y ait une parole un peu plus profonde que d'autres. Voilà, parce qu'on a eu des cas de figure où effectivement des filles, par exemple, étaient un peu plus populaires parce qu'elles ont un nom de famille ou machin. Elles mettaient ça en avant. Ça, c'était pas... C'est pas du tout l'essence du club. Tu vois, c'est pas, je suis pas dans le déni ou dans le déni, pardon, dans le rejet, dans le dénigrement. Ah, dans le du tout, tu vois, parce que très bien. C'est rigolo qu'il y ait déni dans dénigrement. Oui, c'est vrai. Tiens, oui, je l'avais jamais entendu. Du coup. C'est vrai. Ouais. Mais tu vois, voilà, il y a des filles effectivement qui n'ont pas compris pourquoi on n'acceptait pas leur candidature, mais parce qu'on trouvait que ce qu'elles mettaient en avant, c'était pas, ça nous a pas touchés. Ça, on s'est dit, bon, il y a toutes ces femmes qui ont tellement d'histoires de vie à raconter, alors t'en as qui ont pris ça pour du snobisme, qui nous ont dit mais en fait il faut avoir un certain pouvoir d'achat pour intégrer Adelphia. C'est pas ça du tout. Tu peux être infirmière, je te dis n'importe quoi, tu peux être sage-femme, mais tu peux être la meilleure des sages-femmes, tu peux être la meilleure des infirmières et avoir un discours qui est fou, tu peux avoir une personnalité hors du commun. Et voilà, on voulait juste que les tablés et que les séjours soient hyper forts en émotion. Et franchement, jusqu'à maintenant, ça fonctionne. Et t'as pas fait le premier séjour. On n'était pas nombreuses parce qu'on a démarré soft, France, à côté de Paris et tout. Mais il y a eu des larmes, hein, tu vois, pour des filles qui se connaissent pas, mais des larmes de joie, des larmes de discussion, tu vois. Et on a autant ri qu'on a pleuré que. Et les repas à chaque fois, c'est des vraies connexions entre nanas. Et il s'agit pas de mettre que des entrepreneurs. Pas du tout. Non. Ah non, pas du tout. Moi, ce que j'ai aimé, je vais te dire. C'est que, alors la première chose que j'ai aimée, c'est, je pense que c'est un de tes objectifs, c'est que on n'a rien à faire. Tu vois, moi qui passe mon temps à prendre soin des autres, à gérer, tu vois, enfin voilà, et puis en plus maman, enfin tu vois, mais j'aime ça. Je suis vraiment une organisatrice. J'ai fait de l'événementiel. Tu vois, mon mari à chaque fois, on rigole, mais à chaque fois il dit ben moi j'ai épousé notre wedding planner, tu vois, donc c'est voilà, mais vraiment j'adore ça. Mais finalement d'avoir ce soulagement d'arriver. Tout est parfait et j'ai rien eu à faire. Ouais, c'est le but. Hein. Voilà, je le sens. Et ça, déjà, c'est la première chose. Un peu purement en termes de logistique et d'absence de charge mentale. Donc ça, et je sais que le lieu va être magnifique. Je sais qu'on va bien manger et qu'on va être très bien reçu et que ça, tu vois, voilà. Et que ça va matcher. Et que ça va matcher. Et donc la deuxième chose, c'est impressionnant. Donc j'ai assisté à un seul dîner pour l'instant, mais je vais bientôt au prochain. Voilà. Et bien tu te dis, c'est fou, on a l'impression de déjà toutes se connaître et d'être amies, mais c'est impressionnant. Et c'est là, mais là, je vous félicite, Christelle et toi, pour justement la sélection. Parce que, tu sais, je rapproche ça du recrutement et d'un manager qui doit constituer une équipe. Et de justement avoir des profils qui sont à la fois différents, mais complémentaires, et tu parlais d'harmonie, et de faire matcher des profils. C'est très difficile. Il faut avoir des vrais skills, tu vois, de la psychologie, tu vois, beaucoup de finesse, et puis une connaissance de soi et de l'autre, pour pouvoir, tu vois, faire cette tambouille humaine, tu vois. Et malgré ça, de se dire que parce qu'après, tu ne choisis pas qui assiste au dîner. Là, c'est les premières qui arrivent, première servie. Exactement. Mais quand même, ça fonctionne. Tout prend tout de suite. Et je pense que justement, cette sélection, le fait que ce soit aussi exclusif, on se sent très protégé. Ah, c'est bien. Vraiment, moi j'ai eu ça. Je me suis dit, je sais que je serai dans un espace où la parole est libre et où il n'y aura pas de jugement. En plus, ça fait partie de vraiment vos valeurs profondes. On a une charte. Et vous avez une charte. Parle-nous de la charte. Ouais, la charte, on l'a mise en place après coup, après réflexion. Et c'est mon frère qui me l'a soufflé, pour tout te dire. Ton frère Diego ? Diego, qui est entrepreneur, mais pas dans les mêmes domaines que moi, mais qui, lui, est l'entrepreneur pur et dur. Il a beaucoup de choses à son actif, des choses dans l'ombre notamment, mais des choses aussi dans la lumière. Lui, il entreprend depuis qu'il a 16 ans. Sa première boîte, il l'a montée à 16 ans. Voilà. 16 ans, c'est hyper jeune. Hein. Ouais, il a monté une... C'est fou, mais Diego, je sais pas d'où il sort. Vos parents étaient quand même... Ouais, mais quand même, 16 ans. Ouais, c'est vrai. 16 ans, j'avais d'autres préoccupations. Non, Diego, lui, il a monté une agence d'événementiel à 16 ans
pour organiser des soirées pour mineurs à Paris. Des soirées en boîte, mais pour mineurs. Dédiées aux mineurs. Génial. Voilà. Mais comment ça s'appelait? Parce que ça, il y avait aux planches, non? Il faisait des soirées aux planches, il faisait des soirées même au red light. Mais c'était pour des jeunes. Mais c'est génial. Voilà, il en a fait une au vide. En fait, il avait besoin de ça, donc il a créé le truc, tu vois. C'est souvent ça l'entrepreneuriat aussi. Il a fait ça avec 2 copains à lui, c'était 3, et il s'est lancé comme ça, et puis après c'est parti, une chose en amenant une autre. Mais du coup, c'est Diego qui m'a dit, vous devriez rédiger une charte, notamment autour de la confidentialité, parce que même si ça paraît évident, il faut que ce soit écrit. Et en fait, on a développé une charte un peu plus longue que simplement... Oui, c'est pas un truc juridique. Non, c'est une charte de bienveillance, moi je l'appelle comme ça. C'est-à-dire que toutes les nanas qui s'inscrivent et qui vont recevoir du coup leur confirmation d'inscription parce qu'elles ont été retenues, vont recevoir cette charte. Et justement, je veux qu'elles aient le même ressenti que toi. Parce que je veux qu'elles se sentent en safe place, en fait. Qu'elles se disent, OK, c'est pas juste un club où je vais dîner avec 3 nanas. Et je veux qu'il y ait une continuité dans les relations. Enfin, j'espère en tout cas. Je veux qu'elles mangent bien, je veux qu'elles se détendent, je veux qu'elles se disent waouh, genre je suis chouchoutée, tu vois. Et je sais qu'on a toute cette problématique-là, qu'on porte beaucoup de choses sur nos épaules. Cette société nous demande beaucoup, beaucoup d'efforts et que parfois, viens, on lâche prise. Et je suis très, très méticuleuse, moi, en ce qui me concerne, à titre perso, dans mon foyer. Et même quand je reçois mes amis, que ce soit à la maison ou quand je fais des anniversaires. Et j'avais envie de l'appliquer dans un autre contexte, tu vois, en me disant, mais j'aime trop l'idée qu'on puisse se retrouver entre femmes dans des belles conditions et qu'on se fasse du bien. Et se faire du bien, ça passe par déjà un bon vin, un bon verre de vin pour celle qui boit du vin. Ça passe par un bon repas, ça passe par une bonne laiterie si on doit dormir. C'est tous ces petits détails, tu vois, même visuels, tu vois. Ah bah oui. T'as besoin, tu vois, de te remplir d'esthétisme. Ouais. C'est bête, hein. Enfin, moi je sais que je suis très sensible à ça. Je suis balance, il paraît que c'est un rapport. Je savais pas ça. Il paraît que les balances sont très sensibles à l'esthétisme. En tout cas, pour moi et pour les créatifs en général, et donc souvent des profils qu'on appelle neuroatypiques, c'est quand même très fréquent. C'est-à-dire que tu as vraiment comme tes sens sont surdéveloppés, voire sollicités. Tu as besoin de les satisfaire particulièrement. Tu vois, ça peut être... Enfin, moi, je rigole souvent. Tu sais, comme tu le sais, j'ai travaillé 9 ans aux côtés d'India Madhavi. Et India, par exemple, elle disait « Non, mais ça me pollue visuellement. » Et je la comprends tellement. Je la comprends aussi. Tu vois, on en rigolait. Parce que ça fait presque diva. Mais je comprends très... Non, ça ne fait pas diva. Tu vois ? Moi, je le comprends aussi. Moi, je sais que, tu vois, je travaille de la maison. Et j'ai besoin de vivre... en me sentant bien chez moi et de travailler en me sentant bien. En me sentant bien, ça se dit ce que je dis ? Ouais, en me sentant bien. Il faut que l'environnement soit propice. Ouais, et parfois, mon mec pète des câbles parce qu'il me fait t'es ravagé. Là, d'un coup, tu sais, je vais ranger, tac, et tout. Je veux que ce soit clean. Et c'est pas forcément parce que je suis maniaque, c'est parce que... Tu te reconnais ? Non, parce que j'ai besoin de focaliser sur autre chose que mon environnement, et il faut qu'il soit clair. S'il n'est pas clair, moi je ne serai pas claire avec moi-même. Voilà. Et à Delphia, le graphisme et l'esthétisme, j'y tenais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma mère était comme ça aussi, elle avait l'art de recevoir. Diego, mon frère, a hérité de ça. Moi, je suis un peu moins forte que les deux. Mais voilà, je m'en sors. Je m'en sors, mais il y a toujours eu un lien effectivement à la réception et à l'esthétisme chez nous. Déjà, on est marocains, donc les Marocains, ça ouvre ses portes. C'est clair. Et on aime interagir. Et non, voilà, Adelphia, on me dit souvent, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est un club d'entrepreneurs. Je me dis, non, c'est pas un club d'entrepreneurs. C'est un club de femmes qui vont se connecter entre elles, qui vont s'inspirer, qui vont se faire du bien, ou juste qui vont prendre un temps pour elles, en fait, hors de leur foyer, hors de la maison, loin des enfants, et qui vont se laisser faire. Et tu parlais de la charte graphique, justement. Oui. C'est vrai que c'est très beau. Tu as travaillé avec qui ? Pour la rédiger, tu veux dire, ou pour le graphisme ? Pour le graphisme. Avec une jeune graphiste qui s'appelle Estelle, Estelle Duteil, il me semble, qu'on m'avait recommandé, que je ne connaissais pas, et qui est top. Ouais, c'est très beau. Ouais, on avait, les couleurs, la typo. Ouais, moi, j'avais des idées bien en tête, mais tu sais, c'est dur parce que moi, pour le coup, je ne suis pas une créative. C'est-à-dire que... En tout cas, tu n'es pas graphiste. Oui, non, je ne sais pas l'appliquer. Tu vois, ce que tu visualises. Et c'est dur de le transmettre. Elle a tout compris. Génial. Et je suis trop contente. Ouais. C'est très, très beau. Merci. Parce que c'est à la fois chic et puis il y a presque un côté un peu rétro. Ce bordeaux est très, très beau aussi. C'est fin. C'est pas trop féminin.
dans le bon sens, tu vois. Il y a un bon équilibre yin-yang, je trouve. Et parce que toi, quand même, tu es très yang aussi, en fait. Tu es très yin, mais tu es très yang aussi. Donc, je trouve qu'on trouve cet équilibre. Et finalement, c'est toutes les femmes que j'ai rencontrées pour l'instant à un seul dîner, je trouve qu'elles ont beaucoup de ça aussi. Bah, tu vas voir, en fait, elles ont, j'aime pas ce terme, toute une énergie un peu masculine. C'est pour ça que je dis yang, tu vois. J'aime pas ce terme, mais je sais pas comment on s'est débrouillé, et on s'est très bien débrouillé pour ce casting. Oui. Elles ont toutes ces nanas qu'on rencontre. Alors, tu les abordes de différentes manières, parce qu'il y en a qui sont expansifs, il y en a qui sont timides. Mais dès que ça se dévoile, tu te rends compte qu'il y a une forme de puissance. Alors, est-ce que c'est propre à la femme, de manière générale ? Je pense que oui, déjà. Mais je sais pas. Là, il y a une volonté de venir poser ses émotions, son cœur, tu vois, et justement sa puissance, et peut-être se décharger aussi les épaules. Et souvent, ça se retranscrit pendant les dîners. Et tu as des filles qui créent des vrais liens, tu vois. Et là, tu vas venir au prochain dîner, qui est le dernier de la saison, et qui, je pense, va être exceptionnel. Parce qu'on a un casting. Il y a quelques nanas qu'on connaît déjà qui reviennent, qui ont été au taquet, qui ont direct... comme moi. Comme toi. Et par exemple, toi, je sais que ça va très bien matcher avec une fille que tu n'as pas encore rencontrée. Ça, je le sais. C'est trop bien. Ouais. Déjà, au premier dîner auquel j'ai assisté, j'étais assise à côté d'Oriane, qui est ton agent. Oui. Donc, je rebondis un peu aussi à nouveau avec la partie influence et création de contenu, parce que donc justement, elle est agent chez Influence, qui est l'agence fondée par ton frère Diego. Donc, il y a plein de ponts. Et Oriane, je l'ai adorée. J'ai adoré aussi. Mais j'ai adoré cette nana. Et c'est vrai que tu te dis, mais c'est fabuleux parce que on se retrouve côte à côte. Après, on aurait pu bouger aussi, mais moi j'aime bien faire confiance au plan de table, tu vois aussi. C'est du hasard, hein. C'est du hasard. Oui, remarque, oui, tu me connaissais pas. C'est vrai. Oui, c'est du hasard, tu vois. Et après, ce que je dis souvent en filles, je dis, tu sais, pendant l'apéro, parfois, il y en a qui déjà... tu crées des affinités rapidement. Parlent et s'entendent bien. On leur dit, allez, switchez les étiquettes, faites-vous plaisir, quoi, tu vois. Mais là, le prochain dîner, il est sympa, et tu verras qu'il y a une vibe qui est différente en terrasse. Il y a un truc d'autant plus festif, léger. Là, le dernier qu'on a fait, j'ai vu, ça a fini en shot et tout. Enfin, c'était, tu vois, c'était trop sympa. Il faut que je sois off le lendemain, je préviens. Je faisais pas la maline parce que moi, du coup, j'ai la petite, le biberon la nuit et tout. Mais tu vois, ça m'a rempli, ça me remplit le cœur, ça me remplit. Tu vois, je l'ai fondé et je le propose, mais j'en tire aussi profit parce que c'est des relations humaines dont j'ai besoin. Parce que mon industrie, la création de contenu, ça fait 17 ans que j'y suis. C'est souvent les mêmes personnes. Je sais exactement ce que je fais, je sais le faire et je pense que je le fais pas trop mal, mais j'ai besoin de me nourrir autrement et d'aller vers d'autres personnes. Je veux dire, il y a tellement de filles, de femmes que je n'aurais jamais rencontrées en temps normal, tu vois, ou qui ne m'auraient peut-être jamais approchée parce que dans leur imaginaire, je suis influenceuse. J'allais te le dire ça, parce que tu sais, il y a ce qu'on appelle le lien parasocial, qui est le fait de croire qu'on est amis ou qu'on connaît bien les personnes qu'on suit sur les réseaux. Okay. C'est hyper intéressant parce que justement, vous, je dis au sens large, vous montrez pas mal de choses, mais vous montrez pas tout, évidemment. Toi, par exemple, tu montres pas tes filles, tu montres pas non plus ton mec. Ouais. Tu vois, c'est une volonté, de préserver cette intimité, même si tu vas les montrer de dos, mais on sait un peu, et en ayant cette sensation de savoir des choses, tu sais, on croit qu'il y a une vraie proximité et on s'attache, mais c'est par définition le lien parasocial est plutôt à sens unique. Donc tu me diras, oui, mais non, moi, ma communauté, elle me renvoie beaucoup de choses aussi. Mais tu vois ce que je veux dire, tu n'as pas la connaissance de ta communauté comme ta communauté connaît ce que tu veux bien leur montrer. Bref. Je fais une énorme digression comme toujours, mais je trouve que c'est intéressant justement. Tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé de croiser des gens que je suis sur les réseaux et de pas oser aller les voir parce que je me dis non mais là, tu vois, elle n'a pas envie qu'on l'emmerde. Tu vois, c'est comme ce qu'on appelait les vedettes avant, tu vois. Ouais, mais tu vois, tu te dis et il y en a qui disent mais si venez, moi ça me fait toujours plaisir. Ouais, mais toi tu es comme ça parce que par exemple, c'est vraiment ta nature. Mais j'en connais une qui dit bien. Vous pouvez me dire bonjour, mais je suis hyper timide. Il y en a qui sont timides, c'est vrai, qui s'exposent beaucoup sur les réseaux, mais qui en réalité sont hyper timides. C'est fou, hein. Ouais, t'as raison. C'est vrai, et en fait, c'est plutôt bienveillant de ta part de ne pas approcher ces personnes. Tu te dis quand même, ils doivent être tellement sollicités, tu passes ta journée... Enfin, c'est compliqué d'avoir à la fois une image publique et de préserver sa vie privée. Oui, mais après, moi, est-ce que c'est parce que je fais ça depuis que j'ai 20 ans et que je suis complètement déconnectée de la réalité? J'en sais rien. T'es matrixée. Ouais, mais moi, j'aime bien qu'on vienne me voir. Parce que Attends, le scooter, quand c'est pas le camion, c'est le scooter. Non, je dis j'aime bien parce que j'ai de la chance. Déjà, j'ai une
Je touche du bois, je ne sais pas où est-ce qu'il y en a. Voilà, là. La table. Je touche du bois, j'ai une super communauté. J'ai une communauté de femmes bienveillantes, intelligentes, je trouve, pour beaucoup cultiver. Et ça fait la différence, tu vois. Tu sais, tu le vois dans les écrits quand tu communiques avec tes abonnés. Tu sens qu'il y a un petit... voilà, il y a un petit bagage derrière quand même. Et du coup, c'est des personnes qui viennent, mais de manière très polie et tu vois, qui sont pas gênantes, quoi. Donc, non, moi, j'aime bien. J'aime bien, et puis en plus, ça te permet de mettre des visages, tu vois, sur des pseudos parfois. Ouais. Bah ouais, parce que mine de rien, tu vois, c'est des gens qui te suivent et c'est des gens qui te donnent de la force aussi. Et sans eux, bah, tu vis pas, quoi. Tu vois, concrètement, c'est eux qui te font confiance, c'est eux qui vont procéder à un achat de quelque chose que tu mets en avant. Donc, bon, le bonjour dans la rue, je peux le dire, tu vois. Ouais. Hein, ça va. Alors justement, la création de contenu, elle est rémunérée en général au nombre de stories, c'est ça, au post. Alors en fait, tu as des packs. Souvent, c'est des packs. Tu as des packs story et post. Tu as des packs juste pour les stories. Ça va être souvent 3 ou 4 sets de stories avec le lien à la fin. Par exemple, il va y avoir du YouTube aussi. Là, apparemment, j'ai fait un gros pack. Il y a une marque, c'est un gros forfait qui m'a proposé une grosse OP. Donc là, il y a une vidéo YouTube, un réel et des stories. Donc là, tu fais à cœur d'autant plus. Donc ça dépend en fonction de ton nombre d'abonnés, ton taux d'engagement, parce qu'on te demande tes stats. Alors, je voulais te demander, tu les suis de près ou est-ce que c'est ton agent qui gère? Moi, je suis assez détachée de tout ça, bizarrement. Je suis pas une accro aux chiffres. C'est pour ça que je te demande, ça m'étonne pas. Mais j'ai mes agents, bien sûr. Parfois, je regarde quand même, tu vois, parce que quoi qu'il arrive, on nous les demande. Donc, même mon agent me dit, Kenz, est-ce que tu peux me faire une capture d'écran de tes statistiques Instagram ou YouTube pour qu'on les file à nos clients? Ok, et il faut mettre les choses à jour, mais je suis pas obsesse avec ça. Enfin, je suis très détendue. Très détachée, ouais. Et donc oui, c'est ça, plus tu as un taux d'engagement qui est élevé, plus tu peux demander une rémunération élevée, etc. C'est le taux d'engagement qui compte le plus, plus que le nombre d'abonnés. Parce que tu peux avoir 1 million d'abonnés, mais avoir un petit engagement. Exactement, ouais. Et l'engagement, c'est le fait d'interagir, de liker, de republier, de commenter. Comment on appelle ça? Alors attends, ça c'est leur terme technique, tu vois, je me rends compte, ça fait 17 ans et je suis toujours pas au courant. J'ai un trou de mémoire. Bon, bah tu sais, le nombre de clics que tu vas avoir et le nombre d'achats qui vont être générés suite à un lien, quoi. Bien sûr. C'est ça qui compte, tu vois. Bah oui, la marque, si elle investit, et elle veut un petit retour. Et est-ce que tu as... Parce que je sais qu'il y a des marques avec lesquelles tu collabores depuis longtemps. Ouais. Il y a vraiment une fidélité qui s'est instaurée. Ouais. Et je me demandais aussi s'il y avait des marques qui t'avaient déjà sollicité, mais avec qui tu as refusé de travailler. Est-ce que tu as des... Ah oui, plein. Ouais, tu poses des limites. J'ai plus de propositions qui n'aboutissent pas que de propositions qui aboutissent. Okay. Hein. Ah ouais, parce que déjà, parfois, les produits ne me correspondent pas. Typiquement... je sais pas, ça peut arriver, hein, je te dis n'importe quoi, mais je peux avoir des marques d'accessoires pour plaisir intime. Je ne me vois pas en parler, tu vois. Je ne me vois pas dire, bon, bah salut les meufs, j'ai testé tel vibro, c'était génial. Non, pas du tout. Mais puis après, tu as des marques qui me contactent. Et après, comment dire, j'ai des marques qui me contactent que je peux apprécier, mais quand je suis déjà en collaboration avec une marque un peu concurrente, je vais refuser, même si je n'ai pas... T'as pas de contrat d'exclus C'est déjà arrivé d'avoir des contrats d'exclus, ça m'est déjà arrivé, notamment par exemple avec Dyson, avec qui j'ai bossé pour les cheveux, Dyson Air, pendant 4 ou 5 ans. J'avais un contrat d'exclus, donc pas la possibilité de parler d'autres... c'est les meilleurs. Hein. Ils sont trop forts, et puis ils peuvent se permettre de demander une exclue, de payer un petit peu plus, et... Pour moi, ça a du sens, tu vois. Si on a une collaboration sur tant d'années, il est évident que si je parle de Dyson et que je te parle de mes boucles réalisées avec Dyson, je vais pas te parler d'un autre. Tu vois. Même par éthique personnelle, en fait. Par éthique perso. Après, j'essaie de nuancer et de me dire en même temps, je suis là aussi pour tester, tu vois. Ouais, et celle qui pourra pas s'offrir un accessoire Dyson, peut-être pourra s'en offrir un autre, d'une autre marque. Donc, voilà. Mais pour le coup, Dyson, j'avais une véritable exclue qui était formalisée. Mais en général, voilà, je fais quand même attention. Tu vois, par exemple, là, j'ai accouché. Tout le monde sait que je me tape des masques de grossesse quand j'accouche. Donc là, j'ai toutes les marques skincare qui sont venues me voir en mode, on a une gamme anti-tache, collabonneront. Bon, bah, j'ai pris celle que je préférais. En l'occurrence, celle avec laquelle je collabore depuis 5 ans aussi. Et ben, je me suis dit, go, ils sont fidèles, ça fait 5 ans. Et voilà. Est-ce qu'ils sont obligés de passer par ton agent ? En général, c'est moi qui réceptionne mes emails. Okay. Je ne mets pas l'adresse de mail de mon agence. Pourquoi ? Parce que je suis tellement vieille dans ce système-là
que j'ai encore mon adresse mail perso sur tous mes réseaux, kenzasmg@gmail.com. Donc mon truc d'ado, quoi, tu vois. Et j'ai jamais voulu la changer. Donc en fait, j'ai toujours fait ce deal avec mes agents. Je leur ai dit, moi je connais tout le monde, les attachés de presse, les marques, etc. Donc j'aime bien réceptionner. Et puis papoter un peu. Donc, et c'est le premier filtre, en fait. Ouais, ce qui est rarissime. En général, c'est l'inverse, non ? Oui. Pardon, je t'ai interrompu. Ah non, mais t'as raison, c'est ça. T'as raison. Non, moi, j'aime bien avoir ma première prise de contact. Et puis même, je trouve que c'est sympa pour les clients. Ils sont contents, tu vois. Carrément. Et puis ensuite, quand quelque chose peut aboutir, là, je fais une mise en relation avec mes agents. Voilà. Et justement, y a eu cette série sur Amazon Prime. Je sais. Tu veux pas que j'en parle ? Oh bah si, tu peux en parler, mais bon. Non, mais parce que c'est là que j'ai compris, c'est là que j'ai appris que, en fait, Diego, il a fondé la boîte grâce à toi, finalement. C'est parce que tu as eu ce besoin. Ouais, c'est sûr. En fait, il est pas con, il a flairé le truc, le garçon. Ouais, mais tu as eu un vrai besoin, c'est toujours intéressant. C'est Everything Happens for a Reason. En 2016, il l'a créé, donc il y a très longtemps. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avant, j'étais représentée par une autre agence et je me suis rendu compte qu'il m'arnaquait. Donc c'est parti chez les avocats et compagnie, et je me suis retrouvée toute seule. Et à ce moment-là, je me souviens, j'avais un gros contrat pour une marque de luxe qui lançait sa gamme de maquillage, une grosse marque de luxe, qui me contacte justement avec un énorme contrat en exclu, etc. Et là, je me retrouve face à ça, je dis putain, je peux pas faire ça toute seule. Comment faire, moi, tu vois. Et donc je dis à Diego, qui a fait du business management à Londres. Tu veux pas décrypter mon contrat et m'aider ? Et il me dit, tu sais quoi, à la limite, je fais ton agent juste sur ce truc-là et puis tu me laisses retourner à ma vie normale, quoi. Donc il m'accompagne à mes rendez-vous, il check, nanana, et en fait, il contractualise absolument tout avec la marque. Et il te représente tellement bien. Et ça se passe tellement bien. Les nanas me disent, t'aimes bien ton frère et tout, c'est fluide, c'est facile, il maîtrise et tout. Il était tout jeune encore en plus. Et de là... Il s'est dit, attends, en fait, il y a un truc à faire, tu vois. Il y avait que 2 agences à l'époque. Il dit, je serai la 3e. Et il a commencé à monter son agence, donc avec son associée, Virginie Godin, qui était sa meilleure amie à l'époque. Et voilà, c'est né de là. C'est génial. J'étais leur première cliente. Ouais, leur première talent. Ouais. Oui, c'est vrai, on parle de talent. Ils appellent ça les talents, j'adore. Et alors, je voulais revenir un peu sur justement l'interconnexion entre tes 3 activités. Et notamment parce que Adelphia, tu disais que pour l'instant, tu ne te rémunères pas encore dessus. Ouais. Est-ce que tu comptes ton temps ? Est-ce que tu comptes le temps de Christelle aussi ? Christelle, elle est rémunérée par... oui. Voilà. Et comment est-ce que, entre les 3 activités, est-ce qu'elles se nourrissent et financièrement d'une part, et au niveau de l'inspiration et de la vision d'autre part ? Attends, ta question, je veux bien, excuse-moi. Est-ce que, entre tes 3 activités, elles se nourrissent financièrement ? Tu vois, par exemple, est-ce que tu vas investir dans Adelphia grâce à l'influence ? D'accord, j'ai compris. Et aussi, est-ce qu'elle tu vois, l'interconnexion, quoi. Et est-ce que, en quoi aussi, chacune de tes 3 activités vient nourrir l'autre, même en termes de vision business ou d'inspiration ou de, tu vois. Voilà. Alors, c'est 2 questions. Non, mais bien sûr. Moi, j'ai compris. En fait, quand j'ai lancé Adelphia, j'avais besoin de fonds. Donc, je me suis servie sur ma boîte Kenza Media et compagnie. Elle s'appelle comme ça, ma boîte, celle qui est liée à la création de contenu. Donc, j'ai emprunté de l'argent sur ma société qui avait de la trésor, que j'ai remboursé depuis. Mais il m'a fallu effectivement ne pas partir de zéro. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure des créatifs, indépendants qui se lançaient, etc. Moi, j'avais la chance du coup d'avoir déjà une société qui roulait bien. C'est ça. Je voulais faire appel à une bonne graphiste, à un bon développeur, et je voulais que le truc soit déjà bien installé et voilà, qu'il n'y ait pas de soucis. Donc, j'ai emprunté de l'argent sur ma boîte que j'ai remboursé depuis. J'ai pu rembourser ces frais-là. Maintenant, aucune boîte n'est liée. C'est-à-dire que j'ai eu besoin simplement d'emprunter de l'argent sur la première pour faire évoluer la seconde. Mais maintenant, non, ça y est, ça s'est réglé. Par contre, la connexion que mes activités ont, c'est toujours cette histoire de rassembler, de réunir. Voilà. Avec ma première société et ma création de contenu, je réunis les gens sur les réseaux. J'ai une communauté sur les réseaux. Avec Adelphia, je réunis des femmes dans un certain contexte. Et avec mes soirées Hands Down, c'est beaucoup de gens de ma communauté Instagram, effectivement, mais pas tous, parce qu'ils ne sont pas tous intéressés par les soirées.
mais c'est une autre forme de communauté qui vient pour d'autres rendez-vous, tu vois, des rendez-vous mensuels. Mais par contre, il n'y a pas de lien. Alors évidemment, quand je organise une soirée hands down, je vais communiquer sur mes réseaux sociaux Kenza SMG. Bah oui. Je me fais ma propre promo tant qu'à faire, tu vois. Voilà. Est-ce que tu as des marques aujourd'hui qui te contactent pour te demander de la création de contenu qui soit un peu sur le modèle d'Adelphia? Tu vois, j'ai eu l'impression, tu as récemment fait une collaboration avec Goutal. Oui. Qui est une marque pareil que tu aimes depuis longtemps, hein, Annie Goutal, les parfums. Et j'ai trouvé, en voyant les photos que tu avais partagées, des similitudes. Ouais, des similitudes. Oui. Est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé ou est-ce que c'est toi qui... Non, c'est Goutal qui est venu me chercher pour le coup, qui a eu cette idée-là. Et alors peut-être qu'il y avait un peu d'inspiration Adelphia, j'en sais rien, mais j'ai trouvé l'idée super cool. Ouais. Dans la création de contenu, il y a beaucoup de présentations de presse et beaucoup d'événements organisés autour de déjeuners ou de dîners ou simplement de présentations pures et dures en bureau de presse. Mais là, en fait, il s'agissait effectivement d'une journée entière réunie entre femmes. Donc j'ai pu quand même choisir les invités qui étaient des créatrices de contenu, j'ai pu faire ma liste et on a déjeuné toutes ensemble, on a passé l'après-midi à la piscine, à découvrir les senteurs, etc. Oui, mais de toute façon je pense que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans toutes les industries, tu vois. On humanise de plus en plus, on essaye de créer de la proximité entre les gens. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a un petit ras-le-bol des réseaux sociaux? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je sais que réseaux sociaux, j'adore, mais j'ai besoin aussi de ma part de vraie vie. De vraie vie, tu vois, c'est un point que je voulais soulever avec toi. C'est vraiment cette... je vais reprendre le terme d'équilibre que tu donnais tout à l'heure, mais finalement, c'est cet équilibre entre le digital et real life, quoi. Exact. L'humain, l'incarnation pure, parce que c'est tellement compliqué. Et je pense que c'est compliqué... Pour vous, les créateurs de contenu aussi, tu vois, il y a un moment où tu peux te sentir un peu hors sol. C'est aussi pour ça que tu vois, quand je te demandais par rapport quand tu croises des gens, par exemple, etc., est-ce que je te connais maintenant, donc je sais que tu es exactement la même, toi aussi, tu vois, dans la vraie vie que sur les réseaux. Mais je me demande aussi, finalement, si c'est pas... Enfin, non, tu as toujours été comme ça, en fait, toi. Mais quand même, on sent que plus tu as acquis cette expérience, et puis je pense que la maternité aussi contribue à ça. Tu as une vraie liberté aujourd'hui, à la fois de ton et d'action. C'est ce que je ressens. Est-ce que tu le ressens toi aussi? Je le ressens beaucoup parce que c'est marrant que tu me parles de liberté parce qu'en plus, c'est écrit sur ta valise. Ouais. Il y a une valise et il y a écrit liberté, beauté, modernité. Et la première chose que j'ai repérée en arrivant, c'est le mot liberté. Et c'est un mot qui a beaucoup d'importance pour moi parce que c'est quelque chose que m'a inculqué ma mère et dont je parle très, très, très souvent, cette notion de liberté qui, moi, me tient à cœur en tant que femme. C'est mon leitmotiv, en fait. Me sentir libre dans tout ce que j'entreprends, tout ce que je vis, tout ce que je ressens, tu vois, peu importe les jugements, etc. Et effectivement, plus je vieillis, parce qu'on peut se le dire, et je trouve ça cool de vieillir en plus, plus je me sens libre, tu vois. Je me sens libre de mes choix, je me sens confiante dans mes décisions, et le jugement, je m'en fous complètement. Vraiment, je suis hyper détachée de ça. Ça se sent. Et encore une fois, je vais ramener ça à ma mère, mais le fait de l'avoir vu partir tôt aussi, c'est un truc que j'utilise maintenant et c'est une excuse et je me dis souvent mais je ne vais pas perdre de temps avec ce qui m'agace. Je veux me sentir libre, je veux me sentir bien parce que je sais qu'à tout moment, encore une fois, on va toucher du bois, on a des enfants, on n'aimerait pas que ça se passe maintenant, voilà, viens là. Mais tout peut arriver, tu vois. Donc, c'est important. J'en ai un, je vais te l'offrir. C'est les tiens? C'est moi qui l'ai fait. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est LBM, Lily Bonnet Management. Et j'avais pas fait le rapprochement. Tu vois, j'en ai plein comme ça. J'ai Leadership, Business Mindset. Ça, mais je suis débile, j'avais pas fait le rapprochement de tes initiales. Bah ouais, tu vois. Ok, génial. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai Let's Be Mentors. Sympa aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je les ai créés pour les 3 ans de ma boîte. J'avais fait une fête l'année dernière, le 15 mars, où j'ai réuni, tu vois, moi j'adore réunir et rassembler comme toi. Et donc j'ai réuni mes clients, les gens avec qui je travaille, des amis de la famille, enfin vraiment tu vois, un peu mon écosystème, vraiment. On était, je crois, que 70, un truc comme ça. Et puis il y avait mon mari et un guitariste qui jouait live du jazz pendant la soirée et tout, c'était génial. Bref, et donc, tu sais, comme j'adore faire des cadeaux... j'ai eu le droit à un petit cadeau en arrivant, enfin mes filles. J'ai offert après à tous les invités, tu vois, j'avais fait des stickers et puis aussi des biscuits
avec mon logo. Et alors, tiens, pour faire le lien, les biscuits sont faits par Poupette Biscuits. Ah, je connais pas. Eh ben, je vais te montrer. Et elle s'appelle Virginie. Et c'est elle, l'épisode du 15 juillet. D'accord. Donc, tu vois, je fais le lien. Voilà. Ok. Mais je te montrerai ce que tu vas adorer. Avec tu vois, plaisir. Et elle vient d'ouvrir un atelier. Où tu peux même faire des ateliers justement créatifs avec les enfants, à Paris de décor. Ouais, ah bah attends, rue je suis Charles Noir. intéressée. Bien sûr. Mais attends, je veux l'adresse. Mais Génial, grave. parce que tu sais que moi, avec ma fille, on passe notre vie à faire de la cuisine. Bon, je suis très nulle en cuisine, mais genre, c'est notre petit moment de kiff. Et elle est trop cool. Elle vient de l'industrie de la musique et tout. Donc, je vais te donner. Avec plaisir. Voilà. Bon, bref, tac. Alors, je vais lire un truc. Voilà. Je fais des screenshots, moi, beaucoup. Tu veux que je lise, moi? Ah, tu veux le lire? Bah, je sais pas. Ah ouais, ça c'est une bonne t'arrange idée. Et justement, j'aimerais bien que tu lises une de tes stories que j'ai screenées. Je sais plus. Elle est pas très vieille. Alors, il y en a plusieurs. Laquelle je choisis? Ça, tu l'as dit pas mal. Ou c'est toi qui vas choisir? Oh là là, il y en a quelques-unes là quand Ouais, même. il y a plusieurs. J'ai l'embarras du choix. Non, pas la dernière. Attends, viens, on regarde. Tu vois, alors il y a ces deux-là. Et sinon, il y a aussi une histoire de mindset. Peut-être que c'est ça que j'ai envie que tu lises. D'accord. Tu as partagé. Alors, j'ai partagé effectivement sur mon compte Adelphia Society une phrase. Je vous la lis. Et puis après, je vais expliquer ce que j'ai repartagé sur mon compte perso et ce que j'ai commenté. Ouais. Donc la phrase sur Adelphia Society, donc mon club de femmes, c'est « Et si la vraie réussite, c'était de vivre avec cohérence, lucidité et douceur, sans bruit, sans surenchère, juste selon ses propres règles ». Et j'ai repartagé du coup sur mon compte personnel cette story, avec écrit « Sans aucun doute, mon mindset a tellement changé en quelques années, je l'évoquerai à l'occasion. » C'est l'occasion, non? C'est parfait. Donc là, en fait, on parle de vraie réussite qui, à mon sens aujourd'hui, c'est de vivre avec douceur, avec cohérence et lucidité, sans bruit, sans surenchère, juste selon ses propres règles. Et je suis évidemment alignée avec ça, parce que est-ce que c'est pas le but finalement de toute une vie, tu vois, d'arriver à ce stade de ta vie où pour toi, le plus grand luxe, finalement, c'est d'être en harmonie dans ta vie, au calme, entouré des gens que t'aimes, sans toute cette surenchère, effectivement, auquel moi, en plus, j'ai pu être éprise à un moment parce que je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai évolué à Paris, je fais partie d'une industrie où il y a un peu cette course aux followers, à la popularité, etc. Je ne suis, entre guillemets, jamais tombée dedans. Non pas que ça ne m'intéressait pas, parce que je fréquente évidemment des gens qui sont plutôt connus et pas que, tu vois. Mais moi, mon plus grand plaisir, c'est de rentrer chez moi après une grande journée et de retrouver mon calme et de retrouver mes enfants, mon conjoint, et en fait, cette vie que j'ai choisie, tu vois. C'est là où je me sens le mieux, mais j'ai quand même besoin d'équilibrer, encore une fois, entre cette vie à 10 000 à l'heure, qui peut paraître un peu superficielle quand on ne me connaît pas, mais j'ai besoin de mes amis de toujours, j'ai besoin de mon conjoint, j'ai besoin de ma famille, voilà, pour rester alignée, quoi. Est-ce que tu te fais accompagner? Alors, tu as un comptable, évidemment, tu as une assistante personnelle, tu travailles avec Christelle pour Adelphia. Dans la vidéo YouTube dont je parlais tout à l'heure sur la nouvelle organisation de ton temps, tu disais d'ailleurs très justement, déléguer n'est pas un renoncement, mais c'est une force. Ouais. Ce que j'aime beaucoup. Et est-ce que tu te fais aussi accompagner? Est-ce que tu te fais coacher? Est-ce que je l'ai fait à un moment, mais je le fais plus. Avec Roger Ormière, je sais pas si tu vois qui c'est. Je vois qui c'est. Qui est super sympa et qui m'a donné pas mal d'impulsions pour Adelphia notamment. On a commencé à entrer en contact quand je rentrais de Dubaï. Je me suis séparée du papa de ma première fille. Je rentrais de Dubaï où j'ai adoré vivre, un peu le cœur serré en arrivant à Paris. Et c'est là qu'Adelphia d'ailleurs a émergé dans ma tête. Enfin, c'était un petit peu avant même. Mais c'est là où vraiment j'ai commencé à développer et j'ai été accompagnée à ce moment-là parce que je ne savais pas trop comment passer à autre chose et me lancer dans une aventure qui était très différente de tout ce que j'avais accompli jusqu'à maintenant et qui est très différente en même temps qui n'est pas si différente, tu vois. C'est le fait de réunir des gens. C'est ça. Je le fais. Sauf que là, c'est d'autres gens, c'est des femmes
Et c'est pas forcément des abonnés, tu vois, c'est même des femmes qui ont entendu parler du club désormais et qui viennent pas pour me rencontrer. On n'est pas sur un meet-up. Ah, pas du tout. Ouais, non, c'est pas vois. ça. Non, mais tu as raison de Ouais, le ouais. préciser, c'est vrai, parce que c'est pas du tout un fan club de Kenza. Pas du tout. Où on vient pour te on est voir. toutes à Non, non. égalité, il Ouais. n'y a pas d'ascendant. Enfin, tu Non, vois, c'est mais hyper sain. c'est vrai, je l'ai pas précisé, mais c'est important que tu le dises parce que c'est en effet pas du tout le délire. Mais c'est aussi parce que tu es tellement naturelle et accueillante. Vraiment, c'est hyper chaleureux. D'ailleurs, je me souviens, j'ai reçu. Tu sais, vous avez proposé sur Adelphia de partager les portraits des membres. Tu as été en contact avec Marine, Oui, normalement. j'ai été en contact avec Marine et donc j'ai reçu des questions. Ok. J'ai renvoyé mes réponses déjà. Et il y a une des questions justement, c'est qu'est-ce qui vous plaît, tu vois, aussi, voilà, pourquoi vous avez voulu rentrer dans ce club, intégrer Adelphia. Et ça fait partie aussi, tu vois, de tout ce que j'ai dit. Et j'aime beaucoup. Pour un peu terminer sur Adelphia, j'aime beaucoup tout le wording, tout le storytelling, mais tout l'écrit. Tu partages beaucoup de contenu assez inspirationnel, même des citations, des portraits de femmes fortes. C'est important, tu vois. Ça fait partie de l'essence même du club. Hein. Ouais. C'est se donner un peu de... tu vois, moi, je veux que les nanas qui consultent le compte Adelphia, même si elles n'en font pas partie du club, mais qu'elles partent avec une élévation. Une énergie, même positive dans leur début de journée, tu vois. Et il y a beaucoup de femmes qui méritent d'être mises en avant, connues, moins connues, etc. Et j'aime bien parce que je peux pas poster ça sur mon compte lié à ma création de contenu. Je pourrais, mais pas que, tu vois. Ouais, mais c'est intéressant justement. D'avoir développé ça te permet aussi de gagner en liberté de ton, comme je disais tout à l'heure, parce que tu as un autre média qui est aligné avec un peu autre chose, et c'est pour une autre cible, une autre niche aussi finalement. Et ouais. Mira, elle est réveillée? Non, Mira, elle dort. Mira je vérifie, dort tout va bien. C'est génial. Ouais. Elle est tellement bien là dans sa poussette. Elle a de la chance. Bercée par sa maman. Ouais, c'est ça. Magnifique. Et une dernière question avant de clôturer. Je me demandais si tu avais, parce qu'on parlait de vision tout à l'heure, un peu business, et que tu n'avais pas, quand tu t'es lancée, en fait, ça a été très naturel et spontané. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu travailles vraiment cette vision, comme on dit, par exemple, dans 5 ans, je veux que ma boîte soit là. Enfin, maintenant, en plus, tu as 2 entreprises. Donc, est-ce que tu travailles ça ou est-ce que tu continues à laisser les choses... J'espère quand même une belle progression pour Adelphia. J'y vais doucement mais sûrement. Mais j'aimerais pouvoir faire grandir Adelphia. Pas forcément grossir et qu'on soit le plus gros club de femmes. Sinon, j'aurais accepté tout le monde déjà. C'est vrai. Mais tu vois, là, qu'on puisse faire notre premier séjour et puis qu'on puisse passer à plus de séjours. Tu vois, que ça puisse être... Voilà, que je puisse embaucher à terme, tu vois, j'aimerais que ça devienne quelque chose, parce que je prends beaucoup de plaisir avec Adelphia. La création de contenu, c'est là, et ça dépend beaucoup de moi. Oui, c'est intuitu personae, comme on dit. C'est ça. Ouais. Et les soirées Enzan, j'adore. J'adore, mais je ne sais pas si je les développerai plus que ça. Tu vois. Peut-être dans d'autres villes, parce que c'est vrai que... voilà. Et puis, tu as cette envie peut-être de retourner un peu au soleil aussi, tu le dis de temps en temps. Ouais, je ne sais pas quand j'y retournerai, mais on n'y est pas là. On arrive à la fin de cet entretien qui est passionnant et on pourrait continuer des heures à tchatcher toi et moi. Ouais. Mais je me demandais, tu sais, c'est une question que j'aime bien aussi proposer à chaque invité, c'est de terminer sur un seul mot. Est-ce qu'il y a un mot que tu as envie de poser comme ça Est-ce qu'on dirait pas liberté parce qu'on en a parlé? Ouais, je dirais liberté parce que déjà c'est l'initiale de ton prénom, Lily. Et que c'est moi, je te dis, je suis arrivée, je me suis posée, il était là écrit sur ta valise, à poser sur un petit sticker, et c'est un mot que j'adore, la liberté. Merci beaucoup Kenza. Merci Lily. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de prolonger la discussion, n'hésitez pas à me contacter par email lbm@lilybonnet.com, sur LinkedIn ou sur Instagram. Et si, comme moi, vous trouvez que ce podcast mérite d'être encore plus écouté, alors pensez à le partager sur les réseaux ou à l'envoyer aux personnes qu'il pourrait intéresser. Et aussi, abonnez-vous, écrivez des commentaires, spread the love, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.
J'en profite pour remercier Philippe Drevet pour la composition de la musique originale de ce podcast et pour la réalisation de chaque épisode. On se retrouve le 15 du mois prochain et d'ici là, n'oubliez pas que everything happens for a reason.